Bon, bah, du coup, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien en salle courage. La présentation, c'est sur la sécurité, puis aussi Shift Left. Bon, du coup, alors on l'a déjà vu plusieurs fois, mais c'est grâce à tous ces sponsors qu'on a une conférence de cette qualité et à un prix aussi abordable. Donc ça, c'est vraiment génial. On les remercie. Moi, c'est Xavier. Petit disclaimer, je suis secrétaire d'Okiwi, donc l'asso qui organise cette conférence. Et dans la vie, je suis ingénieur en sécurité des applications. Je travaille chez Oracle NetSuite, mais ça, c'est pas très important parce que les points de vue et les opinions exprimées dans cette présentation sont les miennes et ne reflètent pas du tout celles et ceux de mon employeur. J'ai mis quelques petits liens, en particulier une forge, donc Source Hut, sur laquelle il y aura les slides et l'environnement utilisé pour les démos. Vous n'êtes pas obligé de le retenir de tête, j'essaierai de le communiquer, notamment soit sur mon site où il y a plein de liens, soit sur les réseaux sociaux, Mastodon en particulier. Du coup, le talk n'est pas du tout sur pourquoi est-ce qu'on voudrait Shift Left. On va un peu accepter cette hypothèse que c'est super et on devrait tous faire ça. Et on va aussi accepter que la sécurité c'est important. On veut que nos utilisateurs, leurs données soient respectées parce que c'est notre responsabilité. Et un prérequis, vu qu'on dit qu'on veut Shift Left, c'est à peu près être capable de distinguer sa droite de sa gauche, quoi. Bon, c'est pas forcément donné à tout le monde, mais à part les cas absolument introuvables, on va pouvoir s'en sortir et je pourrais vous aider. Donc, ce qu'on veut éviter quand on fait du shift left, c'est d'avoir à attendre tout un temps très long pour avoir un retour sur ce qu'on fait. Et en sécurité, souvent, enfin, historiquement en tout cas, on a des experts en sécurité qui vont auditer notre solution. Ils vont mettre tout un temps à auditer la plateforme une fois qu'elle a été produite. Et puis on reçoit un rapport et on se rend compte qu'il faut soit tout réécrire, soit jeter la moitié à la poubelle ou quoi que ce soit. Ce qu'on préférait en fait, c'est vraiment avoir du feedback au fur et à mesure de ce qu'on est en train de produire pour pouvoir agir sur ce qui se pose problème au plus tôt. Et le Threat Modeling Manifesto, donc c'est le manifeste du modèle de menace. Donc je présenterai un peu ce que c'est le Threat Modeling plus tard. Mais j'ai trouvé qu'il faisait un très bon écho au manifeste agile et qui dit en particulier que il faudrait favoriser une culture où on trouve et on fixe des problèmes donc de design pour le threat modeling, mais de sécurité dans mon talk en particulier, plutôt que faire de la mise en conformité. Favoriser les individus et leur collaboration plutôt que des process, des méthodologies et des outils. Alors c'est peut-être un petit peu hypocrite de ma part de venir faire un talk sur des process et des outils en vous disant ça, mais l'idée c'est que vous puissiez vous en emparer et soit que ça vous donne des idées, soit que vous puissiez ensuite les appliquer là où ça a du sens pour vous, quoi. Troisième point de ce manifeste, c'est le chemin de la compréhension plutôt que une capture de la sécurité à un instant T. Mieux vaut faire du threat modeling ou mieux vaut s'occuper de la sécurité plutôt qu'en parler. Et enfin, l'amélioration continue plutôt qu'un livrable qu'on pose là une fois. Donc ça, c'est l'espace qu'on va essayer d'explorer ensemble aujourd'hui. Alors je vous préviens, il y a trop. 85 slides, c'est beaucoup trop pour 50 minutes. Et c'est complètement OK. L'idée, c'est qu'on va s'attarder là où ça a du sens pour nous. S'il y a des choses qu'on doit sauter, on le fera. Et voilà, donc on va de droite à gauche dans notre boucle DevOps. Mais avant ça, donc ça c'est vraiment tout le plan. Et avant ça, en fait, on va commencer par vraiment la base. Pour savoir un peu, être certain qu'on est en train de parler de la même chose et savoir où on met les pieds, quoi. Donc ça, c'est vraiment le détaillé du plan que j'avais juste avant. C'est plus sympa comme ça, quoi. Ok, donc la base, on est là. Qu'est-ce que c'est la sécurité? Donc la sécurité, c'est tout ce qui touche à la CIA. Et la CIA, c'est pas l'agence américaine, c'est le triptyque confidentialité, intégrité et disponibilité des données et des systèmes. Donc la confidentialité, c'est de pouvoir dire que les données et les systèmes ne sont accessibles que par celles et ceux qui sont censés y avoir accès. Donc il n'y a pas quelqu'un d'aléatoire sur Internet qui puisse rentrer dans vos ordinateurs, dans vos serveurs et voler les données. L'intégrité, c'est s'assurer que les données ne changent pas sans qu'on le sache ou sans notre permission ou qu'on en soit notifié en fait quand ça arrive.
Et enfin, la disponibilité, bah, c'est que les données et les systèmes soient accessibles au moment où les gens en ont besoin ou où nous, on en a besoin. Deuxième item de base, c'est la boucle DevSecOps. Et pour comprendre la boucle DevSecOps, il faut comprendre la boucle DevOps. Et la boucle DevOps, c'est vraiment une approche pour essayer d'éviter cet effet tunnel dont on parlait tout à l'heure. Donc on a des cycles de release assez longs. Et l'idée de la boucle DevOps, c'est de raccourcir les boucles de feedback, donc de pouvoir itérer rapidement et livrer le plus rapidement possible. Et plutôt que faire plein d'unités discrètes, on va se mettre à les mettre les unes à la suite des autres, et on se retrouve avec cette espèce de boucle infinie, où en fait on planifie, on code, on build, on teste, on release, on deploy, et en fait on monitor, et toutes les informations qu'on a gagnées au fur et à mesure de ce processus, ça va venir nourrir l'itération d'après. Donc c'est vraiment une approche continue plutôt qu'une approche discrète. Et dans la partie DevSecOps, bah, c'est une boucle DevOps avec une peinture de sécurité, quoi. Mais c'est pas une peinture de sécurité globale, donc c'est plus à chacun des points de notre boucle DevOps, on va mettre en place, on va ajouter des pratiques de sécurité pour que le process global soit sécurisé. Donc c'est pas vraiment un enrobage avec un point de sécurité, c'est vraiment, ça représente le fait qu'on se met à ajouter de la sécurité à chacun des points de cette boucle continue-là. La partie terminologie, je la fais rapide, vous pouvez ne pas lire ce qu'il y a là, plutôt ce qu'il y a en haut. Parce qu'en fait, je vais parfois utiliser vulnérabilité, faille et faiblesse de façon interchangeable. Une faiblesse, c'est vraiment un manquement d'un système qui peut donner lieu à une violation de la sécurité telle qu'on a définie. Donc, plus de confidentialité, manque d'intégrité ou quelque chose comme ça. Donc, dans l'exemple, une exécution de requête SQL qui a été composée par la concaténation de variables. Donc, une faiblesse en soi, c'est pas forcément un problème. Il faut aussi qu'il y ait un contexte avec, quoi. Et c'est là, la vulnérabilité, la faille, c'est une faiblesse avec le contexte qui va bien. Donc dans l'exemple, l'exécution d'une requête SQL qui a été composée par la concaténation de variables, notamment des variables qui sont contrôlables par les utilisateurs et les utilisatrices. Ce qui peut donner lieu à un ou une utilisatrice mal intentionnée injecte du code SQL pour voler des données dans la base SQL. Donc ça, c'est la partie exploit, ce serait vraiment l'entrée que l'utilisateur un peu malicieux ou l'utilisatrice malicieuse a rentré pour causer problème, quoi. Donc voilà, j'utilise un peu les trois faiblesses, vulnérabilité, failles, parce que en fait, ce qui nous intéresse, ça va être de découvrir un peu toutes les faiblesses de façon générale pour essayer de les corriger et pas attendre qu'il y ait vraiment un problème qui ait été exploité pour répondre, enfin, adresser la source du truc. Bon, du coup, la première étape dans notre cheminement, c'est l'analyse dynamique. Et alors, pourquoi est-ce qu'on veut analyser le code? Alors, j'ai trouvé ce rapport de Veracode qui s'appelle State of Software Security, qui a été publié cette année, qui dit que environ un peu plus de 60% des applications sont dans le code qui a été écrit en interne par les... C'est un peu chiant, on peut fermer les fenêtres. Merci. Donc, plus de 60% des problèmes sont dans le code qui a été écrit en interne. Et encore plus flippant, c'est que 40% de ces bugs qui ont été découverts, merci beaucoup, 40% de ces bugs-là deviennent une forme de dette de sécurité, en fait. Donc l'idée de l'analyse dynamique, c'est de faire de l'exécution de programme et de regarder comment il se comporte. Donc c'est vraiment un peu le QA, mais avec un intérêt de faire crasher un programme pour faire apparaître un bug qui met en défaut la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité du système. Il y a deux grandes approches pour analyser ces programmes-là. Donc, soit on fait une approche en boîte noire, donc on n'a aucune connaissance du fonctionnement interne. On va juste utiliser l'application avec les connaissances d'un ou d'une utilisatrice. Et l'approche en boîte blanche, là, c'est l'inverse. On sait comment le système fonctionne, voire même, dans certains cas, alors ça porte un nom spécifique, mais on va être capable de modifier le système
pour qu'il émette des informations complémentaires qui vont nous donner des informations sur sa stabilité. Donc, si je reprends l'exemple des requêtes SQL, ça pourrait être juste avant que la requête soit dans la base de données, en mode debug dans notre librairie, on l'écrit dans les logs et on peut voir en fait quand on est en train de tester si les valeurs qu'on a rentrées avec les caractères un peu malicieux apparaissent de la même façon vraiment en bout de ligne, et ça nous donne une information sur la façon dont notre système potentiellement est faible ou vulnérable à ce genre d'attaque. Des techniques d'analyse dynamique. Donc il y en a beaucoup, vous les connaissez, donc test manuel. On prend quelqu'un, on lui donne un ordinateur, on lui fait utiliser l'application ou les librairies qu'on développe. C'est pas forcément, c'est vraiment le niveau 0 du test, quoi. Plus intéressant, les tests automatisés, donc j'ai tous les noms en DD. Donc l'idée c'est de faire exercer des fonctionnalités précises avec des données concrètes fixées a priori par un agent ou une librairie. Donc en tant qu'ingénieur de test ou développeur, on peut écrire et exécuter, on écrit des tests unitaires et ensuite ils sont exécutés soit sur notre machine de développement, soit dans une intégration continue, et soit voire même des tests de bout en bout. C'est plus rapide à exécuter, c'est plus reproducible que ce qu'on avait juste avant où les tests sont manuels. Et on a un bon retour sur investissement dans le sens où la couverture augmente en fonction du temps. C'est-à-dire qu'on investit un petit peu aujourd'hui, mais vu qu'on va être capable de les faire tourner demain, après-demain, etc., on capitalise vraiment sur l'investissement qu'on a là-dessus. Le niveau un peu au-dessus, c'est fuzzing ou les tests basés sur les propriétés, où là on a des agents automatisés, pareil, qui vont pseudo-générer des données, les envoyer à notre application ou à la librairie qu'on fait, et va surveiller un peu comment ça réagit. Et quand je dis surveiller comment ça réagit, ça va vraiment dépendre de ce qu'on fait. Donc par exemple en fuzzing, on va regarder si le programme crash ou pas. Et s'il crash, en fait, c'est un bon indicateur qu'il y a une mauvaise gestion de la mémoire qui peut donner lieu à des vulnérabilités assez sérieuses. Dans les tests basés sur des propriétés, la façon dont on va surveiller les artefacts qu'on a, c'est est-ce qu'ils respectent les propriétés qu'on a définies, quoi. Donc, par exemple, j'ai une fonction et j'ai défini que ses sorties doivent respecter telle propriété. Je lui envoie plein de trucs en entrée et si la propriété est violée, je me rends compte que ma fonction ne fait pas tout à fait ce que je pensais qu'elle faisait, ce qui peut donner lieu à des problèmes. Et enfin, un peu le niveau ultime des tests, c'est exécution symbolique et concolique. Et ça, alors, j'ai pas vraiment vu d'outils dans l'industrie qui permettent de faire ce genre de choses-là. C'est un peu des trucs de recherche. L'idée, c'est vraiment de représenter les entrées qu'un programme reçoit et d'interpréter le programme et de construire en fait un espèce de système d'équations et de pouvoir résoudre ces équations pour être capable de fabriquer une entrée concrète qui permettra d'atteindre un tel lieu dans le programme. Donc ça, c'est vachement utilisé pour tester des logiciels à assez bas niveau. Le problème de l'exécution symbolique, c'est que ça devient vite impraticable parce que les systèmes deviennent très complexes. C'est-à-dire que dès qu'on a une entrée qui va un peu brancher à différents endroits dans le code, on va se retrouver avec des systèmes d'équations absolument monstrueux. Ça multiplie par deux, enfin, c'est des tailles exponentielles. Et du coup, résoudre des systèmes d'équations comme ça, ça peut être assez lent. Et donc du coup, il y a une approche un peu hybride, c'est l'approche concolique, c'est d'utiliser des entrées concrètes, mais tout en surveillant quel est le chemin parcouru par l'entrée dans le programme. Donc en fait, on va donner une vraie entrée comme dans un test automatisé. On va dire dans le formulaire, le prénom c'est Michel, et on va regarder en fait la valeur Michel, où est-ce qu'elle se promène. Et avec la représentation symbolique, on va être capable de dire « Ah, mais si on veut que la valeur aille à un autre endroit du code, en fait, il faudrait que ici, ça passe la condition différemment. Et donc, en fait, ça contraindrait l'entrée qu'on a donnée de façon différente. Et donc, on peut générer une nouvelle entrée qui irait à un autre endroit du code. » C'est super cool, mais bon, ça n'existe pas encore pour le grand public, j'ai l'impression. Bon, ça, c'est un exemple. Qui c'est ici qui développe des applications web? Ouais, c'est le public. Qui connaît Zap? Qui connaît Burp? Je connais OWASP. Tu connais OWASP? Ouais, OWASP, c'est
c'est la communauté de pratiquants qui font de la sécurité. Et Zap, en fait, ça a été un projet c'est comme Burp, mais c'est en libre. C'est un proxy d'applications web, ça permet de scanner des applications web. C'est gratuit open source, et donc avant c'était un projet OWASP, et maintenant c'est un projet Checkmarx. C'était, faut pas racheter, mais ils ont embauché tous les développeurs principaux il y a quelques semaines. Du coup, ça fait ça, Zap. Donc c'est un programme qu'on utilise et en fait on le fait s'asseoir entre un client et un serveur. Et en fait il va intercepter tout le trafic HTTP, les requêtes, les réponses. Et par défaut il va effectuer différents scans sur le contenu des requêtes et des réponses. Des scans passifs, donc qui juste regardent, ou parfois actifs, c'est-à-dire qu'ils vont s'amuser à modifier un petit peu ces trucs-là et voir comment le site ou le navigateur fonctionne. Et en fonction de ces heuristiques et de ces tests, il va être capable de soulever des alertes qui dit, bon, bah, attention, tel header HTTP utilisé de telle façon, ça laisse le client vulnérable à tel truc, des exemples comme ça, quoi. Il y a une interface graphique ou pas, donc ça peut être utilisé en mode headless, donc dans un CI, enfin un environnement d'intégration continue, quoi. Des capacités de spidering, donc c'est on le pose sur une page et puis ensuite il va sur tous les liens possibles et puis il va sur tous les liens, il clique les boutons, il exécute des événements, il se promène un peu sur votre application de façon automatisée, quoi. Il y a tout un système de plugins qui permettent d'enrichir un peu les fonctionnalités. Donc je parle en codeur, décodeur, ça c'est vraiment quand on fait du test manuel, c'est super pratique. Scanner de vulnérabilité, donc pour des trucs un peu plus évolués, un peu plus contexte dépendant, en fonction de ce que votre application fait, ce que vous avez envie de tester, vous pouvez installer des plugins qui sont plus spécifiques à ce que vous visez. HUD, c'est super cool. Vous voyez un peu les trucs des pilotes d'avion, ils ont dans leur cockpit, ils ont l'interface avec. Et en fait, le HUD, l'idée c'est la même chose, c'est de mettre dans le site web directement l'interface de Zap. Donc en fait, il injecte le code dans la réponse qui est servie et le navigateur à votre application, et vous voyez aussi hop en plus l'interface de Zap. Donc vous pouvez, sans avoir à changer de fenêtre toutes les 5 minutes, vous promener dans l'application et puis voir les alertes arriver. Bon, c'est un peu expérimental, mais l'idée est super intéressante. Bon, après plein d'autres fonctionnalités. Exemple d'utilisation, pardon, très rapidement. Donc, ça peut s'asseoir en plein milieu d'un trafic HTTP. Donc l'idée, quand on est en train de faire du développement, ça coûte presque rien de l'avoir allumé tout le temps. Ça peut nous donner des informations de débugage. Donc on voit des requêtes, des réponses passées. Ça peut nous donner des capacités d'inspection de ce qui est en train de se passer. Ça a la capacité d'enregistrer, rejouer ou voire même modifier des requêtes. Donc quand on fait des trucs un peu compliqués et puis on a oublié, mais en fait on peut reprendre la requête qui a été lancée il y a 5 minutes, changer 3 valeurs et la rejouer et puis ça se fait. Et une fois qu'on a fait tout ça, il y a des capacités aussi de, on peut le scripter, on peut l'automatiser, et après on peut aller le poser dans un environnement d'intégration continue. Donc soit on exécute des tests automatisés, donc automatiquement quand il y a des endpoints HTTP qui sont ajoutés ou modifiés. Pour vérifier, on lance des requêtes et puis on vérifie les alertes qui sont montées. S'il y a des nouvelles alertes, c'est qu'il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer. On peut aussi intégrer à des tests de bout en bout existants. Donc ça, en fait, ça part de l'idée que vos tests de bout en bout, c'est un client, un serveur qui génère plein de trafic qui a l'air légitime. Et donc pourquoi pas ne rajouter un truc en plein milieu qui en plus vous donnerait de la vision de sécurité. Et en plus de ça, après, vous pourriez capitaliser en écrivant des tests automatisés sur la sécurité et en ajoutant petit à petit. Et si vous avez des tests de bout en bout qui génèrent du trafic, en fait, le coût d'ajout et ensuite d'incrément est potentiellement assez minime. Ça, c'était vachement la programmation régulière, c'est un truc qui était utilisé chez Mozilla, où ils utilisaient Zap tous les dimanches à je sais pas quelle heure du matin, où ils le lançaient en fait sur des gros sites qu'ils avaient, ils le laissaient en fait se promener donc avec le spidering, récupérer plein de pages, etc. Ils regardaient les alertes qui étaient remontées, ils comparaient ça à leur base d'alerte qu'ils avaient qui était connue, et s'il y avait un trop gros delta, le lundi matin, on avait un bel email de notification. Et après, voilà, Zap, alors c'est le petit, je pense que c'est pour la slide d'avant, il y a des alternatives en fait. Là, je présente Zap en particulier, mais il y a d'autres outils qui permettent de faire du proxy web qui fonctionnent très bien, quoi.
Ok, analyse statique. C'est la même qu'avant, donc pourquoi est-ce qu'on analyse notre code? Même raison, parce qu'il y a des bugs dedans. L'idée de l'analyse statique, c'est qu'on veut analyser les programmes sans les exécuter. Contrairement à Zap, où ça se passe vraiment au runtime, là on regarde juste le code, où on a des outils qui regardent le code pour nous. Donc ces outils-là, ils raisonnent sur des représentations du programme qui permettent de déduire des propriétés, et j'ai posé quelques exemples d'outils SAST ici. J'ai 2 slides sur SEMGREP et CodeQL, et j'en ai plein sur les représentations utiles. Ouais, ça va prendre beaucoup de temps si on part à travers tout ça, donc hop, hop. Bref, on peut représenter des petits bouts de code avec des graphes comme ça, on peut chercher dans ces graphes-là, et ça nous donne des informations sur ce que le code fait ou ne fait pas. Tac, 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 encore d'autres. SEMGREP. Donc c'est aussi un projet open source. Il y a une entreprise privée derrière qui vend un outil qui est construit par-dessus le moteur d'analyse statique open source du coup. L'idée c'est d'être capable de chercher des fragments de code en fonction de règles qui sont données par l'utilisateur. Donc ça se base sur les représentations que j'ai passées très rapidement, quoi. SEMGREP va construire le graphe du code, il va construire le graphe de la règle utilisateur qui a été donnée, il va essayer de comparer les deux et il va retourner en fait tout ce qui match. Donc il essaie de comparer des morceaux les uns avec les autres. Le moteur de base open source est gratuit. Il y a une version un peu plus évoluée qui permet de faire des analyses un peu plus poussées qui elle est payante. Ça supporte de nombreux langages, donc il y a vraiment une façon de représenter du code qui est un petit peu agnostique, eux qu'ils utilisent en interne, et donc ça leur permet de supporter beaucoup de langages vraiment mainstream. Le truc super intéressant, c'est que ça fonctionne sur du code partiel, donc il n'a pas besoin d'être capable de connaître tout le contexte de votre application, vous pouvez lui donner quelques fichiers, et ça c'est vachement pratique dans les pull request et merge request. Donc quand vous avez des morceaux de code, des diffs de code, en fait lui il peut prendre les quelques fichiers qui sont impactés par le diff, faire son analyse, vérifier les règles que vous lui avez données sur ces trucs-là, et être capable de dire, bon bah sur les 3 fichiers qui sont impactés par ce changement, j'ai trouvé ça. Et il n'a pas besoin d'aller scanner une application, et quand les applications sont un peu grosses, ça peut être assez lourd. Il y a un ensemble de règles maintenues par la communauté, et donc SEMGREP, c'est vraiment un outil qui a été développé et pensé pour faire de la sécurité et un peu de la qualité de code. Et donc il y a des règles pour plein de langages qui essaient de découvrir des patterns qu'on ne veut pas forcément voir dans le code et qui sont publiquement accessibles et utilisables. Donc là, j'avais un petit exemple sur comment ça marche SEMGREP. Donc c'est du YAML, et puis c'est ce que j'ai expliqué, quoi. Il va le transformer, il va comparer ça à la représentation graphe qu'il a du programme, et il va essayer de matcher les deux. L'exemple d'utilisation, c'est un peu similaire à Zap. En fait, on peut utiliser des règles soit communautaires, soit écrire ses propres règles. On peut le lancer sur sa propre machine, ou alors on peut l'intégrer dans un environnement d'intégration continue. On peut rajouter des règles au fur et à mesure et s'en servir comme d'un outil de test un peu qu'on avait avant, quoi. Alors on va se sauvegarder ça peut-être pour plus tard. CodeQL, c'est un autre outil qui est un peu équivalent à SEMGREP, donc c'est maintenant possédé par Microsoft. C'est une approche extrêmement intéressante où ça va utiliser le processus de compilation pour récolter plein d'informations à propos du code, et ensuite il y a moyen d'aller requêter ces informations dans la base de données qu'ils ont construite. Donc là, l'approche est un petit peu différente, il y a besoin d'avoir du code complet, mais c'est bien plus puissant que ce que SEMGREP propose par défaut, et c'est un peu plus compliqué à utiliser aussi, la marche d'accès est un petit peu plus haute, quoi. Donc ça fonctionne comme ça, il y a des exemples un peu pareils, et je voulais passer à celle-ci. Qui a déjà entendu parler de l'analyse de composition logicielle? C'est un peu le trend du moment. C'est à cause de ça. Donc merci. Donc les applications un peu modernes, ça fonctionne comme ça. Donc on a une application, il y a des librairies dont elle dépend, et puis parfois des librairies qui sont développées en interne, parfois des librairies qui viennent de l'extérieur. Puis ces librairies, elles dépendent sur d'autres librairies, et puis d'autres librairies, et puis au bout d'un moment, on a un gros sac de nœuds, on ne sait pas trop d'où ça vient, quoi.
Toujours le même rapport, et ils ont des statistiques sur la quantité de code tiers dans les applications. Donc en gros, quand vous développez une appli en Java, ça c'est un peu la médiane des applications en Java, c'est 97% de code qui n'a pas été écrit par l'entreprise elle-même. Donc on parlait de faire des analyses de code avant sur du code qu'on écrit nous, mais au final, 3% de l'application qui va être exécutée, bah, c'est pas nous qui l'avons écrite. Donc après, en fonction des langages, il y a différents trucs, je pense, en fonction des applications, etc. Il y a probablement beaucoup d'autres rapports et façons de visualiser ces données-là, quoi. Bon, pour donner un petit exemple, Nix, c'est un gestionnaire de paquets qui permet d'installer des logiciels sur un ordinateur. Et en fait, par défaut, il va avoir être capable de conserver les relations de dépendance qu'il y a avec les paquets installés. Donc là, en fait, le seul truc que ce truc-là fait, c'est que JQ, c'est un programme pour interpréter des données JSON. Je regarde un peu où il est dans mon ordinateur, et puis ensuite, je lui demande le graphe, et ensuite, je l'affiche joliment. Et donc, ça me donne ça. Donc, le programme JQ, il dépend de ces trucs-là. Donc, on voit des trucs pour processer du JSON, la libc, des trucs pour manipuler des strings, etc. Ça, c'est NeoVim. Voilà, donc NeoVim, un programme pour éditer du texte. Donc, ça devient vite c'est un seul programme. Et bon, je vous ai sauvé le système complet qui tourne sur ma machine, parce que en fait, l'image générée faisait crasher le logiciel qui montre les images, parce que l'image était beaucoup trop grosse, en fait. Bon, du coup, les risques associés avec le fait d'exécuter du code qui n'a pas été écrit par nous sur les ordinateurs de nos utilisateurs ou dans nos propres infras, c'est quelle confiance on leur accorde, quoi. Et est-ce qu'on a un inventaire complet de nos dépendances logicielles? Est-ce qu'on a des dépendances obsolètes? Est-ce qu'il y a des vulnérabilités connues en fait dans ces dépendances-là? Est-ce qu'on le suit? On ne sait pas trop. Et en particulier, si on prend notre exemple, s'il y a un problème dans la vulnérabilité là tout en bas, il y a potentiellement un problème ici, un problème là et un problème dans notre application. C'est potentiellement, parce que la plupart des vulnérabilités, elles concernent qu'un sous-ensemble de fonctionnalités. C'est pas parce qu'on a une vulnérabilité dans notre application que toute l'application est à jeter, quoi. Et donc c'est pareil pour les librairies. Quand il y a une vulnérabilité dans une librairie qui est tout en bas de la chaîne, ça ne veut pas dire que cette librairie-là, la façon dont on l'utilise, nous rend vulnérables. Donc on peut souffler, c'est pas si grave que ça. C'est compliqué. On a des graphes de dépendance très complexes. Il y a des vulnérabilités qui sont découvertes potentiellement tous les jours, il y a des contraintes de compatibilité entre les dépendances, etc. Et donc l'intérêt, c'est d'avoir des bons outils pour être capable d'automatiser et de prioriser ce qu'on veut fixer et au moins avoir une vue de l'état de santé de nos dépendances et des applications qu'on a. Et donc pour ça, il y a les SBOM. Et les SBOM, c'est les Software Bill of Materials, et en français, ça s'appelle des nomenclatures. La nomenclature, ça vient dans l'industrie. C'est par exemple quand vous faites un vélo, la nomenclature, ça dit que le vélo, il y a un guidon, une selle, des roues. Les roues, il y a un cadre, des pneus. Les pneus, ils sont faits avec du caoutchouc. Le caoutchouc, il vient de là. Et en fait, ça un peu donne l'image complète de l'objet qu'on a. Et donc la nomenclature logicielle, c'est l'ensemble des composants logiciels qui composent notre application. C'est tout le graphe qu'on a dessiné, là, les librairies, de machin, ça peut former en fait la nomenclature. Et après, on peut avoir des informations qui s'ajoutent à ça, notamment comment les librairies dont on dépend ont été buildées, d'où elles viennent, ce genre de choses. Il y a deux grandes spécifications pour écrire ces documents-là, notamment SPDX et CycloneDX. Et donc, il y en a un, c'est la Linux Foundation, et l'autre, c'est OWASP, qui l'a standardisé, spécifié. Pardon, CycloneDX. Et du coup, CycloneDX, bon, ça moi j'ai bossé avec celui-là, l'autre je le connais pas très bien. Ça ressemble à ça. Donc en fait, c'est un gros document JSON dans lequel il y a plein d'informations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est peut-être des méta-informations, qui je suis, qui a écrit ma librairie, ce genre de choses. Les composants. Donc, quels sont les différents composants qui sont dans mon application? J'ai utilisé telle librairie ou j'ai importé telle librairie, même que j'ai développée en interne. Les dépendances, ça va être les relations entre ces composants-là. Et après, potentiellement, on peut ajouter
hop, des vulnérabilités. Et les vulnérabilités, ça va être capable de dire, en fait, dans tel composant, il y a telle vulnérabilité. Et en fait, je mets ça dans mon document et je fais passer mon document. Et par exemple, quand je fais une librairie et qu'il y a une vulnérabilité qui est découverte, je peux attacher des informations pour que les utilisateurs de ma librairie sachent qu'en fait, une fois qu'ils importent ça chez eux et qu'ils le mélangent avec leur SBOM, qu'ils sachent que par capillarité, ils sont aussi potentiellement vulnérables. Donc cet échange de vulnérabilité, il y a aussi un formatage spécifique qui s'appelle VEX. On peut l'utiliser dans le SBOM directement, mais on peut aussi l'utiliser à l'extérieur. Mais l'idée, c'est vraiment d'être capable de communiquer la présence de failles de sécurité dans des artefacts logiciels qui sont distribués. Hop, oula. Donc là, BOM, donc ça c'est la spécification de CycloneDX, il y a un schéma JSON qui décrit comment les SBOM de CycloneDX, à quoi ils doivent ressembler. Et là en fait je montre en fait quelques valeurs que ce truc peut avoir, quoi. Quand on veut communiquer une vulnérabilité, c'est pas mal de lui donner un identifiant, parce que sinon comment est-ce qu'on la distingue des autres? La source qui a publié cette vulnérabilité, donc ça peut être des bases de données officielles, ça peut être de la recherche interne, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un contrat, il est obligé de vous dire qu'il a des vulnérabilités et il vous le communique, mais l'information n'est pas forcément publique. Les ratings, c'est un peu la sévérité de la vulnérabilité. Alors il y a plusieurs façons de les noter. Mais dans cette information-là, on peut dire, il y a un vrai problème, non, c'est pas trop grave, ce genre de choses. Description, ça parle de lui-même. Advisories, c'est tout ce qui a été publié à propos de cette vulnérabilité, donc là vraiment sur des choses publiques. Et affect, donc là c'est les composants ou les services qui sont affectés par cette vulnérabilité, c'est ce qui nous importe quand on développe du logiciel, quoi. Et il y a un outil OWASP qui fait du scan d'applications pour détecter des vulnérabilités connues dans les dépendances logicielles. Il fait aussi des analyses complémentaires pour valider l'applicabilité des vulnérabilités. Et ça, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est que on a une vulnérabilité dans une dépendance qu'on utilise. Est-ce que ça veut dire que nous, on est vulnérable? En fait, lui, il va essayer de deviner avec les informations qu'il a. Il va être capable d'essayer de dire que en fait, telle vulnérabilité, elle est présente dans telle fonction de la librairie que j'utilise. Et il va analyser votre propre code et il va dire, est-ce que cette fonction est utilisée? Est-ce qu'elle est utilisée selon les critères qui la rendent vulnérable, etc. Et il va agrémenter son résultat de cette information complémentaire. DepScan utilise différentes sources de vulnérabilités connues, et en particulier OSV, donc c'est une base de données distribuée pour open source de vulnérabilité. La NVD qui est un peu historiquement la plus connue, donc c'est une base de données maintenue par une agence américaine, le NIST, et c'est un peu là où étaient publiées toutes les vulnérabilités jusqu'à il y a quelques années. Mais ça reste quand même une très grosse base de données. Et après des vulnérabilités qui ont été rapportées selon des channels un peu différents. Bon, j'ai une petite démo de ça. Est-ce que non. Je sais pas si on a le temps en plus. Voilà. Chaîne d'approvisionnement, c'est pour aller un peu plus loin que l'analyse de composition logicielle. La chaîne d'approvisionnement, qu'est-ce que c'est? C'est tout ça. La chaîne d'approvisionnement, c'est tout ce qui est impliqué dans la création de logiciels ou de la librairie. Donc la composition logicielle, c'est vraiment un petit morceau ici, quoi. C'est les dépendances au moment du build ou des sources. Mais en fait, il y a des menaces qui peuvent peser sur toute la chaîne d'approvisionnement. Donc par exemple, un producteur, donc quelqu'un qui code, ou il a laissé son stagiaire avoir accès au code source de l'application et hop, il y a un truc malicieux qui se passe. Ou le source, le repo a été compromis et il y a du code qui a été injecté là-dedans.
Ou alors, on modifie les sources juste avant de les passer au moment du build, ou on a des... Donc là, le petit D entre dependencies et build, on utilise des dépendances compromises. Donc ça, c'est la partie qu'on vient de voir. La partie E, c'est le process de build lui-même qui peut être malicieux et injecter des vulnérabilités dedans. F, c'est le process va soit injecter des choses, soit publier des choses qui sont malicieuses. Compromise package registry, c'est là où vous publiez vos dépendances logicielles, soit dans votre Artifactory en interne, soit sur NPM, sur Internet. Mais en fait, il y a potentiellement quelqu'un d'autre qui peut ajouter des choses malicieuses là-dedans. Et enfin, H, c'est la personne qui utilise le logiciel malicieux. Et donc, ça peut être vous qui utilisez celui de quelqu'un d'autre ou vos utilisateurs, vos utilisatrices qui peuvent utiliser vos logiciels, quoi. Et du coup, les attaques, elles peuvent vraiment se passer sur cet ensemble de trucs-là. Et donc, l'exemple, donc le diagramme et Salsa, c'est un framework. Et donc, le diagramme était tiré de leur documentation. Et ils listent pour chacun des points des exemples d'attaques qui ont eu lieu et qui ont compromis soit des librairies, soit des utilisateurs, soit des trucs. Et un des exemples les plus connus, en fait, c'est l'attaque sur SolarWinds qui a eu lieu il y a 4 ans déjà, où il y avait un logiciel malveillant qui injectait du code pendant la construction d'un logiciel en remplaçant des fichiers sources. Et en fait, le logiciel qui était produit était utilisé par beaucoup de grands noms, et notamment des agences américaines qui contiennent vachement de données sensibles, quoi. La sécurité intérieure des États-Unis s'est retrouvée avec un logiciel qui était contrôlé par des hackers russes, je crois. Ils avaient découvert, les grosses suspicions pointaient dans cette direction en tout cas. Petit aparté, les chaînes d'approvisionnement, ça impacte aussi le matériel. Et bon, on a eu un exemple assez choquant il y a quelques semaines maintenant, où le Hezbollah a été attaqué par modification de matériel qu'ils utilisaient, en fait, qu'ils avaient dans leur poche, parce que ils ont réussi à utiliser des usines et à détourner en fait le processus de fabrication de matériel. Et il y a aussi des allégations, donc ça nous vient un peu des révélations Snowden. Alors ça a été pseudo-confirmé par des gens assez sérieux, le fait qu'il y ait des producteurs de processeurs qui aient accepté de potentiellement implémenter des portes dérobées dans des processeurs qui étaient faits. Et puis il y en a d'autres où là, ça a été écrit par Bloomberg et il y a eu un gros backlash. Donc en fait, c'est pas clair si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais je sais pas si on saura même dans 20 ans en fait. En tout cas, ça pose question, surtout quand on a des questions de gouvernance, voire même sociétale, en fait, en fonction de ce que vous produisez comme logiciel, ce sur quoi ça se base, enfin bon, c'est intéressant, quoi. Et donc, quel niveau de confiance on accorde aux producteurs et aux productrices des composants qu'on utilise et à la façon dont eux gèrent leur sécurité aussi. Et donc pour ça, il y a le framework Salsa. Donc j'en ai parlé un peu rapidement. Donc c'est une spécification qui décrit un peu des to-do à faire dans toute sa chaîne d'approvisionnement pour la sécuriser. Et ça se base sur un document qui s'appelle la provenance, qui est un document qui écrit pour quelque chose qui a été produit, d'où ça vient, comment ça a été fait, avec quoi, etc., quoi. Bon, alors pour le moment, la spécification, il y a plusieurs tracks, donc j'ai appelé ça un axe, mais pour le moment, il n'y en a qu'un qui est implémenté. Et chaque track a ses différents niveaux. Donc du coup, pour le moment, il y a un axe et 4 niveaux. Et l'axe, c'est le build, et donc 4 niveaux, donc c'est 0, aucune exigence. 1, c'est le document de provenance décrit comment l'artefact est produit, donc quels sont les compilateurs, quels sont les outils, avec quel CI, etc. 2, il est produit et signé sur une plateforme qui est dédiée à la fabrication de l'artefact. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui le développe sur sa propre machine et qui le pousse sur NPM, ça ne va pas être niveau 2, il faut que ce soit sur une machine qui s'occupe de ça. Et ensuite, il faut qu'il y ait aussi une garantie que le document de provenance représente bien ce qui est fait, quoi. Et le niveau 4, donc le 4e niveau, c'est la plateforme de production est sécurisée, quoi. Cette fois, c'est vrai, merci.
Donc comment on utilise Salsa? L'idée c'est qu'on génère des documents de provenance au fur et à mesure de la publication de nos artefacts. Comme ça, les consommateuristes de nos documents peuvent attester de la provenance du truc et eux l'utiliser pour sécuriser leur chaîne d'approvisionnement. Et puis l'inverse est vrai, c'est que quand on utilise nous, des logiciels ou des composants, il faudrait demander les provenances aux gens qui nous les fournissent pour qu'on puisse s'assurer de la façon dont ils ont été produits. Il y a j'ai trouvé plein de librairies pour faire ça, pour JavaScript, TypeScript, Python, les images de conteneurs, qui sont fournies par soit qui ont été faits, donc dans le cadre de JavaScript et Python, c'est un peu intégré au standard. Je crois que Python, c'est une proposition d'ajout au standard. Et après, sinon, il y a des librairies que le framework Salsa, enfin les personnes derrière le framework Salsa ont implémenté pour pouvoir faire la vérification de ces documents-là et s'assurer que tout va bien. C'est vraiment différent de SBOM, hein? Ouais. Ouais. Expliquer SBOM qui intégrait les niveaux de vulnérabilité, là, c'est la même chose en fait. Non. SBOM, c'est juste les dépendances logicielles. Ça va vraiment être la composition, ça va être dire, tu as le vélo, il a le guidon et les roues, et ton application, elle utilise, j'en sais rien, elle utilise Django et MySQL, tu vois. Enfin, la librairie MySQL pour faire ses requêtes. Donc dans ton SBOM, tu vas vraiment avoir mon application, donc c'est ton site web, et tu dis ça dépend de Django, ça dépend de telle version de Python, ça dépend de tel truc. Mais Salsa, ça va vraiment être capable de dire en fait d'où vient, enfin techniquement tu devrais demander si Python, les librairies ont été produites, tu pourrais demander ils sont où vos documents de provenance, et toi tu dis voilà comment moi j'ai buildé mon application, mon snapshot d'application. Donc j'ai utilisé ces logiciels-là, donc tu as une partie, c'est le SBOM qui va décrire un peu les dépendances, mais tu vas aussi dire, dans ma CI, j'ai compilé avec tel compilateur, j'ai signé tel truc. Et autre question sur les repositories, souvent, quand c'est sur du Naval, par exemple, il y a des checksums qui sont associés au paquet qui est distribué. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est juste que c'est là que ça pourrait être vérifié, mais est-ce que dans les usines de construction, est-ce que ce sont des choses qui sont vraiment vérifiées? Je sais pas. Et tu as un peu lu, la conclusion de cette partie, c'est que j'avais regardé justement dans les paquets de distribution Linux s'ils utilisaient vraiment Salsa et les trucs de provenance, mais il semble qu'ils ont juste la signature de l'artefact, c'est-à-dire qu'ils produisent le truc qu'ils veulent livrer, quoi, le package ou l'application, ils la signent, ils posent les deux en ligne, et en fait tu peux pas voir si dans le process de build, il y a un truc, en fait en gros, eux ils font, en fait tu vois, ils ont le package, ils se mettent là, ils signent et ils le déploient, quoi. Alors que, enfin plutôt ici, F. Et en fait ils expliquent juste qu'ils ont produit un truc et que le truc qui est publié est bien celui qu'ils ont produit, mais ils n'expliquent pas du tout comment ils l'ont produit et quelles sont les vérifications qu'ils ont fait au moment de la production. Ok, et implémentation sécurisée. On arrive au bout. Donc, c'est une approche d'extrême gauche. Mais l'idée est là. Moi, je vous propose quelques principes de développement sécurisé. Alors, le premier principe, c'est la séparation des tâches. Plus on va avoir un truc qui va avoir plein de responsabilités, si ce truc-là, il est compromis, et en fait, il va nous occuper, il va être capable d'utiliser toutes ces responsabilités-là. Donc la séparation des tâches, c'est-à-dire il faut essayer de découper, partager les responsabilités et obliger des composants ou des personnes ou des systèmes à se coordonner pour pouvoir accomplir des tâches qui ont des grosses responsabilités. Deuxième principe, c'est le moindre privilège. Ça ne sert à rien de donner des accès dont les gens n'ont pas besoin. Ou
Ça ne sert à rien d'avoir un accès full admin à la base de données alors que vous ne faites que lire des données. Donc le moindre privilège, ça permet de réduire en fait la surface d'attaque de notre système. Troisième, c'est la défense en profondeur. Donc l'idée, c'est d'accumuler les stratégies de contrôle. Enfin, c'est une stratégie d'accumulation de contrôle. Donc au lieu de tout miser sur une seule solution, ok, j'ai un VPN et tout le monde, je pars du principe que tout le monde va utiliser mon VPN et dans mon réseau interne, je fais aucune autre vérification, je fais attention à rien d'autre. C'est pas très défense en profondeur friendly parce que en fait, si ce truc-là, pour une raison X ou Y ne marche pas, ou s'il y a des cas auxquels on n'avait pas pensé, s'il y a une façon de le détourner, de le passer, et ben toute notre sécurité s'effondre. Et donc en fait, plutôt que faire reposer toute notre sécurité sur un seul truc, on veut avoir un système de couches qui fait que s'il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui ne s'applique pas trop, et ça va être rattrapé par quelque chose d'autre et le système dans sa globalité doit être sécurisé. Zéro trust, c'est l'idée qu'il ne faut pas faire confiance aveugle, donc vérifier ce qui provient ou qui est influencé par l'extérieur du système, en particulier ses utilisateurs malicieux. Avant-dernier, le design ouvert, c'est le contrepoint de la sécurité par l'obscurité. Et donc la connaissance de la façon dont quelque chose fonctionne ne devrait pas le compromettre en fait. L'information de la façon dont ça fonctionne, c'est peut-être un secret aujourd'hui, mais ça peut sortir et ça ne devrait pas compromettre en fait tout le système. Et enfin, alors celui-là c'est mon préféré, c'est la sécurité par défaut. Et l'idée c'est de rendre les états impossibles, enfin les états non sécurisés impossibles. Et ça, je trouve que c'est vachement bien dans le code. Et je ne sais pas si vous avez vu la conf de Richard Feldman, Making Impossible States Impossible, qui parle de représenter de la donnée de façon à ce que les valeurs qui ne sont pas censées arriver ne puissent pas être représentées. Il est super, ce talk. C'est Richard Feldman, Making Impossible States Impossible. Et après, il y en a un autre, c'est un post de blog, c'est Parse Don't Validate, qui explique qu'il faut, qui propose que quand on reçoit de la donnée, on la transforme dans notre représentation interne que l'on sait est correcte, que l'on sait est consistante, et que du coup, quand la donnée elle se promène à l'intérieur du système, on sait qu'elle a été validée, parce que sinon, elle ne pourrait pas être représentée à l'intérieur de notre système. Quelques ressources pour se former et s'entraîner. Donc on a mentionné OWASP plusieurs fois dans la conférence. Il y a plein de ressources assez concises et sur des points un peu spécifiques sous forme de cheat sheet, donc c'est des feuilles de triche. Le top 10, qui est une enquête qu'ils font assez régulièrement. Alors la dernière fois c'était 2021, ils ont annoncé qu'en 2025 il y allait en avoir autre. Mais en fait ils enquêtent l'industrie, ils compilent un peu les résultats et ils disent bon voilà, le mauvais contrôle d'accès c'est vraiment the vulnérabilité qu'on trouve partout, donc faites attention à ça. Et donc ça permet un peu d'attirer le regard et l'attention à ce qu'on fait. Des applications vulnérables à dessein pour s'entraîner. Et du coup j'ai aussi listé plusieurs plateformes d'entraînement. Alors les slides seront dispo, donc vous n'êtes pas obligé de vous jeter dessus. Et ensuite modèle de menace. Alors je suis désolé, on n'a plus le temps vraiment d'en parler, mais l'idée c'est au moment du design de se gratter la tête et de se demander qu'est-ce qui pourrait ne pas aller. Donc on représente notre système, on fait un diagramme représentant notre système, et ensuite on le regarde et on essaye de trouver les points où il pourrait y avoir un problème. Et on fait ça avant de commencer l'implémentation, avant d'écrire quelque chose qu'on va devoir changer par la suite. Bon, du coup, on est arrivé au bout, on est à gauche, mais on est arrivé au bout de la présentation. Comme je disais avant, c'est un continuum, c'est pas une série discrète. Et du coup, maintenant, la question qu'on se pose, c'est maintenant qu'on va être capable de réagir au changement plutôt que suivre un plan, qu'est-ce qu'on fait au fur et à mesure de notre boucle DevOps pour être capable
d'améliorer la sécurité de notre système global. Merci de m'avoir écouté. Donc voilà, c'est les questions, si vous en avez. Et on est en fin de journée, donc on peut déborder un peu. J'étais dans la presse depuis. Ah oui, il y a du feedback aussi, s'il vous plaît. Et j'ai pas trouvé d'emoji VG. Voilà. C'est pas une blague, j'ai cherché. Donc moi j'ai une question pour toi Xavier. Comment t'expliques que malgré tout le travail que tu fais de sensibilisation et que malgré toute la connaissance qu'on a de toutes les vulnérabilités au ACP et compagnie, j'ai l'impression que la sécurité reste le parent pauvre vraiment dans l'usine logicielle. Au pire, il y a un SNIC, un checkmark ou quelque chose comme ça qui a été branché, mais les vulnérabilités sont ignorées et ça, ne sont jamais la priorité des équipes, malgré toutes les exploitations qu'on voit des failles. Comment t'expliques Alors, tout le travail que je fais, c'est ma première conf, donc ouais, non, mais peut-être c'est énorme qu'on verra déjà. après. Merci en tout cas. C'est une très bonne question. Et ce matin, dans le Pitchfire, je disais que c'était la 6e roue du carrosse, parce que la 5e, c'est le design. On a appris que la QA, c'était la 7e tout à l'heure. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prioritaires, j'ai envie de dire, aux yeux des décideurs et de celles et ceux qui investissent l'argent et tout ce qu'on fait. Donc, c'est plus à eux qu'il faut poser la question. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la sécurité, c'est pas une fin en soi. C'est un truc que j'aime pas trop dans la communauté de la sécurité, c'est l'importance qu'on se donne. Et tout bloquer pour des raisons de sécurité, c'est pas la fin, c'est pas ça le produit, c'est pas ça la valeur ajoutée. C'est à une importance, on a une responsabilité auprès des utilisateurs et des utilisatrices, auprès des données que l'on conserve. Mais ouais, ce que tu dis, c'est pourquoi est-ce que la sécurité n'est pas vraiment autant priorisée? Et ma réponse, c'est pas moi qui ai décidé comme ça. Et je pense que nos décideurs ont fait une analyse de risque et ils se sont dit, mieux vaut payer une amende ou avoir un peu la honte plus tard, mais je vais pas investir beaucoup là-dessus maintenant, quoi. Merci pour la conf, c'est hyper dense. Ouais. C'est hyper dense et j'avais plein de questions. Du coup, j'avais une question par rapport à SameGrep. Ouais. Tu as mis SameGrep, tu as mis CodeQL et Sonar. SonarQube, Du coup, j'ai vu, parce que nous, on était parti sur SonarQube, ouais. l'analyse statique. Tu as beaucoup parlé de SameGrep, tu as fait des... J'ai pas parlé. Sonar, je sais que c'est un nom qui est connu et qui est reconnu. J'ai jamais utilisé, donc je me suis pas permis d'en parler beaucoup. Je sais qu'à la base, c'était très orienté qualité de code et qu'ils ont commencé à mettre en place des règles pour faire de l'analyse de sécurité, mais j'en sais pas plus que ça. Mais je crois que sur les OWASP, Top 10 et en statique, quoi. Donc, ouais. Je peux pas en parler. Et hop, j'ai noté toutes mes questions. Est-ce que du coup tu parlais de la 6e et de la 7e roue du carrosse et du coup où est-ce que tu as déjà eu un exemple de la QA qui était intégrée dans la sécurité en fait et leur place en fait dedans, parce que tu as dit tout à l'heure les tests end-to-end on peut les mettre aussi dans un plugin de Zap en place. Ouais, j'avais pas vu en fait en shift left en fait on voit bien la partie infra en fait on va dire, on voit bien la partie dev. Design, on va dire les architectes, mais du coup la QA, est-ce que tu as vu des exemples et comment ça peut marcher? Pas d'exemple de QA en tant que tel, mais c'est vrai que la façon dont la sécurité informatique a été faite jusqu'à ce jour, c'est de la QA, mais qui ne dit pas son nom de QA en fait. C'est qu'on a des pentests ou des consultants qui testent l'application, écrivent un rapport, le donnent, et enfin c'est juste une QA pas moderne qui s'appelle pas de la QA, quoi. Donc moi je pense que l'avenir de la sécurité, c'est justement de s'intégrer plus à des équipes de QA et vraiment faire ce travail de shift left et de... Comme maintenant on a un processus qui est continu,
Il y a eu la même question en fait tout à l'heure avec la QA en disant mais à quel moment vous marchez sur les pieds du design et vous marchez sur les pieds de la conception et autres. Et c'est vrai que en fait quand on donne des outils aux QA qui vont être capables, on leur propose d'écrire des tests automatisés, ils sont quasiment développeurs aussi. Donc je sais pas, j'ai pas vu, j'ai pas de bon exemple. Je pense qu'il y a un gros potentiel que la sécurité rattrape ces pratiques agiles-là, justement parce que la QA l'a fait et que le rôle de la sécurité est tellement analogue à celui qui a été la QA il y a 10-20 ans, de mes propres yeux. J'ai pas autant d'expérience que ça dans l'informatique, mais voilà, j'ai bon espoir que ça s'intègre mieux à la continuation. Ça fait beaucoup de choses à apprendre côté QA, quoi, du coup. Ouais, mais ça veut pas dire que tous les QA doivent faire tout ça. Et puis il y a des responsabilités partagées. C'est aussi l'intérêt du DevSecOps et du Continuum, c'est que on veut éviter les silos entre les équipes aussi. Et c'est vrai que peut-être que c'est les QA qui vont apprendre Zap et les développeurs qui vont apprendre SemGrep. Et peut-être que ça va être l'inverse. Enfin, c'est les équipes qui s'emparent des outils comme ils le veulent. Et dernière question sur, on parle pas mal d'outils de sécurité pour se prémunir d'attaques quelque part extérieures ou d'attaques qu'on intègre via des dépendances. Est-ce que tu as déjà vu des systèmes pour se prémunir d'actes de malveillance en interne? Oui, un peu. Alors ça justement, c'est sur la partie DevSecOps, tu vois la boucle, il y a vraiment toute la partie de droite et c'est celle sur laquelle moi j'ai pas vraiment beaucoup travaillé. C'est pour ça que je me suis concentré sur la partie gauche. C'est vrai que sur la partie droite, sur la mise en production, la surveillance des systèmes tant qu'ils sont en production, le monitoring, etc. Il y a beaucoup de choses qui existent aussi en sécurité et ça, j'ai pas trop d'idées ou de connaissances vraiment établies là-dessus, donc je peux pas trop en parler. Mais j'ai vu des systèmes un peu à la Zero Trust, où en fait on dit, au lieu de construire une citadelle avec un rempart très très puissant et qu'en interne de notre entreprise, on considère que tout le monde est bienveillant, en fait on va construire des systèmes où on va arrêter de faire confiance aux personnes s'ils sont dans notre réseau, pas dans notre réseau. On va travailler avec des logiques en fait, on fait confiance à personne et c'est aux personnes de prouver leur identité au moment où elles accèdent à des ressources. Et il y a des systèmes payants qui permettent de faire un peu ces choses-là. Okay. Mais je peux te donner le nom d'une solution après. Oui, je veux bien. Si tu veux. Ouais, désolé, encore une question sur un des moyens de Shift Left, c'est d'intégrer à l'intégration justement au build les contrôles de sécurité. C'est cool, mais il faut aussi intégrer bien sûr les tests unitaires, des tests de contrat, des tests de mutation potentiellement, des tests de sécurité. Et si tu rajoutes ces éléments les uns après les autres, en fait, tu as un build qui explose en termes de durée. Et moi, j'ai des expériences pas très positive avec des checkmarks ou SNCC en termes de durée de test, qui font qu'on veut de plus en plus avoir du feedback rapide. Et quand tu as un build qui commence à durer une demi-heure, le feedback il est pas si rapide que ça. Quoi. Les outils qui vont faire de l'analyse de sécurité dans le code peuvent prendre beaucoup de temps, surtout quand ils vont faire des analyses assez poussées. En fait, il faut choisir entre avoir plein d'informations inutiles ou attendre 2 heures pour avoir des informations très pertinentes, quoi. Quand on est confronté à des cas comme ça, une des stratégies qu'on peut mettre en place, c'est de se dire, plutôt d'essayer de réduire le périmètre de là où on va essayer de tester, et de dire, en fait, avoir 100% de couverture de sécurité partout, c'est peut-être pas le plus pertinent. Est-ce qu'on a des API au niveau sur lesquels tout le monde tape, ou des endroits où on sait qu'on a eu des problèmes de sécurité, où on a une dette technique énorme, et du coup on a du code très smelly, et donc on va aller... Et donc essayer de stratégiquement cibler là où on veut aller porter du soin, et réduire un peu le coût global, quoi. Enfin, c'est de l'allocation de ressources. Ouais. Et d'expérience, les outils que tu as utilisés, ils sont capables d'être plus ciblés que juste tu branches ton truc sur ta base de code. Tu peux, ouais, ce dont j'ai parlé, ouais. Bonjour. Attends, pardon, excuse-moi, juste
Donc ça, c'est la dimension, donc en fonction de périmètre, c'est un peu horizontal, et tu peux aussi faire à quel moment tu fais tes tests de sécurité. Donc plutôt que de les avoir à chaque pull request dans ta CI, tu peux dire bah, au moment où on va merger deux grosses branches ensemble, ou on va merger dans la branche principale. Et du coup, tu couvres tout, mais moins souvent. Tu vois, pardon. Oui, merci pour la conf. Tu t'as parlé d'outils comme Zap ou SemGrep, là, qui finalement c'est des choses qui s'intègrent après que le code ait été écrit et qui nous dit qu'il y a des problèmes. Est-ce qu'il existe des choses ou est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir quelque chose en amont finalement qui, dans ton IDE, tu es en train de coder et te dit tout de suite là tu es en train d'ajouter une faille de sécurité? Bah, les outils d'analyse statique sont capables de faire ça en fait, vu qu'ils fonctionnent sur le code en lui-même. Donc SemGrep, alors je ne sais pas si ça existe ou si c'est toujours maintenu, mais justement il y avait un plugin pour IDE, donc je crois IDEA en tout cas en avait un, et c'est possible qu'ils développent eux-mêmes un plugin pour VS Code, mais l'idée c'est exactement celle-là, c'est de dire bah, on a des tests d'analyse statique qui sont capables de nous donner du feedback juste en lisant notre code, et on a un IDE dans lequel on écrit le code en temps réel, et il y a moyen sur des outils d'analyse statique de faire ça. Ouais. CodeQL, donc, qui est le produit Microsoft, a une très bonne intégration Visual Studio et fait des trucs un petit peu analogues. Ouais. Bon, vu qu'eux, ils ont besoin de collecter des informations sur le code pendant la compilation pour construire la base de données qui va être requêtée par les règles, la boucle est un peu plus lente, mais l'idée, c'est quand même, c'est pas d'attendre d'être en intégration continue pour le faire. On peut l'avoir pendant le développement sur la machine. Mais en soi, tous les outils de linting, par exemple ESLint pour formater le code JavaScript, ils utilisent les mêmes représentations et les mêmes techniques de lecture du code. C'est juste que ce qu'ils en font est un peu différent. Mais les vérifications de violation ESLint, si on cherchait des choses qui pouvaient introduire un risque en sécurité, ce serait un outil de sécurité en fait. Il reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a une dernière question ou deux si elles sont très rapides? Une question des viewers. La question, c'est est-ce qu'on aura accès au support de présentation? Question difficile. La réponse est oui. La partie difficile de la question, c'est par quel channel? Non, alors elles sont déjà en ligne, donc sur... attends, s'il vous plaît, hop. Voilà. Bah là, en bas là. Elles sont dispo là. Mais il faudrait peut-être que je mette le PDF, parce qu'il y a les sources de la présentation. Peut-être rajouter le PDF. On mettra à disposition tes slides. Ce qu'on propose, c'est que tu nous les remettes et nous, on pourra les distribuer à tous ceux qui ont au moins pris un billet. Ouais. Voilà. Ouais. C'est possible. J'avais prévu, enfin elles sont accessibles à tout le monde en ligne. J'avais prévu peut-être de poster un lien vers les sources. Donc, Ben, si on t'hésite pas, et on relayera. Ça marche. Oh, merci. Avec quelques failles, Peut-être, ouais. En creusant bien. Oui. Attends pour la question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des règles aussi sur les outils type IA pour aider justement à détecter ces anomalies-là? Est-ce qu'elles sont entraînées? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont utiles pour peut-être nous aider? Je sais que c'est la mode l'IA, mais bon, c'est la question qu'il fallait poser. Enfin, je voulais la poser, pardon. Désolé pour... Merci d'être désolé. Alors ouais, disons que c'est un champ où l'IA a été bien vendue aussi. Et donc l'IA apporte des promesses sur la sécurité. Un des gros problèmes qu'on a en sécurité, c'est que les outils qu'on utilise génèrent beaucoup de signal, souvent plus de signal que ce que les équipes sont capables de traiter. Et du coup, quand on allume SemGrep par défaut avec les règles d'Internet et qu'on n'a pas vraiment de gens pour s'en occuper, ou au moins s'assurer qu'on sélectionne les règles dont on a besoin, en fait, on se retrouve avec tout un tas de trucs qu'on n'a plus le temps de lire et que du coup, on ne fait pas.
Et donc, une des promesses de l'IA, c'est d'aider en fait au tri automatisé des alertes qui vont être remontées. À ce jour, j'ai pas vu de produit qui le fasse bien. Une autre promesse, c'est d'assister la... je peux finir la réponse à la question. D'assister la recherche en fait de ces outils qui font de l'analyse de code. Aujourd'hui, utilisent des techniques d'analyse vraiment algorithmiques basiques et d'essayer d'agrémenter ça avec des techniques d'IA. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. Je me suis pas vraiment intéressé au sujet, mais il y avait beaucoup de recherches qui étaient faites dans l'interaction entre les hommes et les machines dans la recherche de vulnérabilité. C'est-à-dire que des systèmes complètement automatisés ont beaucoup de mal, en fait, vont être capables de couvrir beaucoup d'espace, mais vont se retrouver sur des trucs assez bêtes. Et en fait, d'ajouter un humain pour juste passer le petit truc qui bloque et continuer à laisser l'agent automatisé explorer. Donc, humain-machine interaction. Et donc, l'idée, c'est d'avoir de l'IA, faire IA-machine interaction pour aider à faire ça, quoi. Mais je ne suis pas la bonne personne à demander pour l'IA, quoi. Merci.